Ndiaye, tu nous empêches de démarrer. D'accord. Donc, je vais me présenter d'abord. Je me nomme Fatima Mbodj, natif de Lille, né et grandi sur l'île. Et je travaille dans l'artisanat comme guide en tant que femme. Et à chaque fois, mes prestations, je le commence sur cette place publique. Une place, si vous regardez cette plaque, on n'a pas besoin de beaucoup parler. Déjà, la photo, elle parle d'elle-même, mais il y a des explications quand même. C'est une place publique qui a été rénovée par la commune de Gorée. Donc, après la rénovation, le maire a passé à dédier ça à Nelson Mandela, en parlant avec toute la population, et il n'y avait pas de contestation. Tout le monde était d'accord sur ça. Et donc, pourquoi dédier à Nelson Mandela? Parce que Gorée est un lieu de transit et de souffrance de pendant 4 siècles, d'après ce que l'histoire nous dit. Et comme Mandela, il a souffert 26 ans d'apartheid chez lui, donc le maire, il a donné ce nom pour lui rendre un grand hommage. Et d'ailleurs, c'est une place publique où beaucoup de festivités se passent sur cette place aussi. Voilà. Et l'accueil des visiteurs aussi, ça se passe sur cette place en même temps. Et là, nous allons voir le premier bâtiment qui a abrité l'esclavage sur l'île de Gorée. Parce que le pape Jean-Paul II, il était à Gorée le 22 février 92. Et il a fait une messe de pardon sur l'île en s'adressant à l'humanité particulière, mais aussi à l'Église. Parce que le pape nous disait que tous ces missionnaires catholiques, ils étaient impliqués dans l'esclavage. Donc moi, je reviens toujours sur son message. Si c'est l'actuel presbytère, et au départ, c'est le premier bâtiment qui a commencé à abriter l'esclavage, donc moi je dis que c'est l'histoire qui revient toujours à la source. Ouais. Et sur l'île de Gorée, nous en avons 28 maisons en bordure de mer. Toutes ces maisons, elles étaient des captifs, parce qu'en réalité, on dit des maisons d'esclaves. Mais ces humains, quand ils étaient à Gorée, ils ne devenaient, et d'autres qui sont disparus. Par exemple, celui-ci en face, c'est une maison privée et ça appartient à un Français, celui qui a composé la musique du Grand Bleu, Éric Serra. Pour ceux qui ont regardé ce film, c'est ce monsieur qui a composé la musique. Et là, nous sommes en face de 2 bâtiments. Si vous regardez ces 2 bâtiments, ça nous donne la forme d'un bateau. Et pourquoi cette forme d'un bateau? Parce que vous savez, à l'époque de l'esclavage, le moyen de transport, c'était des bateaux. Donc ces maisons ont été construites exprès comme ça, c'était pour donner l'adaptation physique et morale aux captifs avant de les mettre dans les barques. Mais sachez que chaque maison pouvait contenir jusqu'à 100 à 150 esclaves. Et elle appartenait aussi à une signare du nom de Victoria Albis. Signare, elles étaient des femmes métissages dont leurs mères, elles étaient des noirs esclaves affranchis et leur papa des blancs. Et ces signares aussi, en même temps, le colon les utilisait comme des femmes concubinantes. Parce que sachez que le colon, quand il quittait l'Europe pour la destination de l'Afrique, il venait jamais avec leurs femmes. C'est arrivé en Afrique qu'ils vont chercher des concubinantes. Elles seront des femmes, mais pas des femmes légales. Et là, nous nous dirigeons vers la dernière
maison des esclaves qui a débuté en 1536 et elle a été rachetée et restaurée en 1960 après l'indépendance officielle par le premier président Léopold Sédar Senghor. Et son but, c'était de faire cette maison un lieu de recueillement et de réconciliation pour toute la planète entière. Voilà. Salam alaikum. Et yo, ça va? Et la bienvenue dans la dernière maison. Donc moi, mes explications vont s'arrêter dans cette maison parce qu'il y a déjà un conservateur. Donc c'est lui qui a le droit de faire les commentaires ici. Nous, on peut le faire en tant que guide, mais comme c'est lui qui représente le ministère de la Culture, on laisse chacun faire son métier. Donc, voilà. On va faire le tour des cellules. Voilà. Venez, vous me suivez. Voilà, donc nous vous souhaitons la bienvenue à l'ancienne maison des esclaves de l'île de Gorée, qui a été construite par les Français entre les années 1780 et 1784. C'est donc là une des dernières maisons des esclaves. Il y a que les plus anciennes maisons avaient été construites en 1536. Et 1536, c'était sous l'époque des Portugais. Je vous rappelle que les Portugais avaient été les premiers Européens à prendre possession de l'île de Gorée en 1444. Mais pendant très très longtemps, l'île de Gorée était au centre des rivalités entre les nations européennes qui s'étaient alors battues pour son occupation. Et successivement, comme je le disais tantôt, elle fut occupée en premier lieu par les Portugais, suivant cela par les Hollandais, les Français, les Anglais, mais à nouveau les Français. Il y a qu'après l'abolition de l'esclavage et de la traite négrière, intervenue en 1848, avait donc eu à prendre place la colonisation. Et cette colonisation s'est terminée en 1960. Et 1960, c'était l'année de l'indépendance du Sénégal. Dans ce bâtiment, à l'époque, 150 voire 200 esclaves, hommes, femmes et enfants, séparés de cellules, et c'était suivant leur sexe et l'âge. Mais la durée de l'attente pour les esclaves avait été très longue. 3 mois ou 3 mois et demi. Le moyen de transport à l'époque, c'était les bateaux. Mais uniquement les bateaux à voile. Les esclaves partaient le plus souvent sous un numéro matricule. Une fois dans les plantations en Amérique, ils s'y étaient retrouvés avec de nouveaux prénoms. À telle enseigne qu'aux États-Unis, tout naturellement, les esclaves eurent des noms ou des prénoms anglo-saxons. Au Brésil, des noms ou des prénoms portugais. Aux Antilles, des noms ou des prénoms français. Mais parce que séparés à l'époque au rez-de-chaussée, dans une maison comme celle-ci, de gauche à droite,
nous avons l'exemple typique de ces cellules qui étaient réservées aux hommes. Mais les hommes qui avaient les 60 kilos à l'époque, et systématiquement, on les mettait dans ces cellules. Chaque cellule mesurait 2,60 m sur 2,60 m. Mais à l'intérieur de chaque cellule, on y mettait 15 à 20 esclaves. Les esclaves étaient assis tout autour du mur, les chevilles enchaînées, le dos contre le mur. Mais ces pauvres esclaves n'avaient donc été libérés qu'une seule fois dans la journée. Pourquoi? C'était pour leur permettre de manger ou d'aller aux toilettes. Or, les toilettes pour les hommes à l'époque, c'était souvent sur le quai. Et chaque fois qu'un homme avait voulu aller aux toilettes, avant ou après l'heure de la libération quotidienne, il était forcé de le faire sur place. La conséquence naturelle, il y avait une maladie de peste qui a eu à ravager une bonne partie de l'île de Gorée et qui faisait partie de l'une des nombreuses maisons des esclaves. Mais toujours-il au prolongement à gauche. Voilà, c'est bon. Ah d'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, donc nous avons aussi une petite cellule avec un couloir qui est conduit jusqu'au fond. Cette cellule était réservée aux enfants. Les enfants de 7 ans à 17 ans. Et c'est dans cette petite cellule où on avait enregistré le taux de mortalité le plus élevé. Parce que les enfants, ils s'y avaient couché à même le sol, torse nu, serrés comme des sardines dans une boîte. Mais ce qu'il y a de particulier à l'intérieur de cette petite cellule, ce sont les fenêtres où toutes se présentent sous la forme de meurtrières. C'est-à-dire les fenêtres sont larges vers l'intérieur, mais c'est rétrécissant au fur et à mesure qu'on va vers la sortie. Et le but qui avait donc été poursuivi à l'époque, d'une part, c'était d'empêcher les évasions des esclaves. Mais d'autre part, c'était aussi de détruire toute idée de vie privée chez les esclaves. Parce qu'une fois à l'intérieur de chaque cellule, on pouvait alors voir tout ce qui se passait juste à côté. Donc, aujourd'hui, nous sommes en droit de pouvoir considérer que c'est à partir d'une maison comme celle-ci qu'avait donc commencé la destruction du tissu social africain. Mais les esclaves partaient au hasard des ventes. Et même une famille pouvait se retrouver dans une maison comme celle-ci. Le père, la mère et l'enfant. Le père avait donc pu être vendu pour aller aux Amériques. L'enfant vers Cuba. La maman vers les États-Unis. La séparation avait donc été absolument totale. Nous avons aussi cette cellule qui était réservée aux jeunes filles vierges. Mais les marchands d'esclaves n'avaient donc fait là que s'inspirer la tradition africaine qui reconnaissait la virginité d'une femme à partir de ses seins pointus. D'ailleurs, c'était la marchandise la plus chère à l'époque. Elles étaient 4 fois plus chères que leur propre maman. Mais les marchands d'esclaves, en venant, ils n'amenaient pas leurs femmes. Une fois arrivés ici à Gorée, ils étaient obligés de vivre en concubinage avec ces jeunes filles vierges qui étaient dans cette petite cellule. Et qui, si à l'origine, étaient tout à fait des noirs. Elles se sont métissées du fait de leur relation avec les Européens.
C'est ce qui a donné naissance d'ailleurs à ce métissage, c'est-à-dire à cette société intermédiaire qu'on appelait à l'époque des signares ou señoras, madame en français, qui faisaient partie de la haute société de l'époque. Parce que la plupart du temps, les maisons ont été bâties pour ces grandes dames-là. La maison où nous sommes aujourd'hui appartenait à une signare qu'on appelait Anne Pépin. Et Anne Pépin vivait en concubinage avec le chevalier Boufflers. Mais la vente à l'époque avait donc revêtu la forme de troc. Et du point de vue troc, un enfant c'était l'équivalent d'un petit miroir. Tandis qu'un homme de plus de 60 kilos, d'ailleurs c'était le poids minimum qu'on exigeait. Ne perdons pas de vue que la finalité pour ces hommes, c'était de les retrouver comme travailleurs, dans les plantations ou dans les mines. Mais après avoir survécu aux dures conditions imposées par la traversée de l'océan Atlantique à destination des Amériques, par conséquent, il fallait être robuste. Un homme de plus de 60 kilos avait donc été échangé au même prix ou à égale valeur qu'une jeune fille vierge, à savoir la poudre à canon, sous le vocable de pacotille, et qui, du point de vue de l'époque, c'était des objets qui avaient de la valeur. Nous avons aussi cette cellule. Je disais donc que cette cellule était réservée aux inaptes temporaires. Quand on parle d'inaptes temporaires, on fait allusion à ceux qui n'ont pas atteint les 60 kilos. Et systématiquement, on les mettait dans une petite cellule comme celle-là. Mais en effet d'y être engraissés comme du bétail. On les engraissait à l'époque à l'aide de fèves de marée. La fève de marée, c'est une espèce d'haricot. Au Sénégal, nous l'appelons le yébé. Additionné avec l'huile de palme, parfois 3 mois ou 3 mois et demi. D'ailleurs, c'est le temps que faisaient les bateaux qui quittaient l'Europe et l'Afrique. Mais au moment de partir, si l'esclave n'avait donc pas augmenté de poids au point d'atteindre les 60 kilos, mais cet esclave-là demeurait toujours esclave. Il était vendu moins cher pour servir localement en qualité de domestique. Ici même à Goréo, à Saint-Louis du Sénégal. Et juste pour insister sur le fait que dans une maison comme celle-ci, on pouvait avoir 2 types d'esclaves. Les esclaves domestiques, propriété de la femme, signare ou señora, qui avaient pu les louer dans le cadre d'intérêt public ou privé, mais à son profit. Tandis que ce qui avait fait l'objet de la compartimentation, propriété du mari, était à la limite même destiné à aller aux Amériques. Il faut reconnaître que le commerce des esclaves était à la pointe de l'économie de cette époque. Mais en dessous des escaliers, nous avons aussi une petite cellule qui était réservée aux récalcitrants, c'est-à-dire ceux qui refusaient d'obéir. La punition avait donc consisté en un enfermement dans une petite cellule comme celle-là. Et les gadgets qui étaient là à l'époque n'avaient donc pas tenu compte du nombre d'esclaves qu'on pouvait mettre à l'intérieur de cette petite cellule. La seule préoccupation, c'était de pouvoir refermer la porte après les esclaves. Puisqu'à l'époque, les marchands d'esclaves ne considéraient pas ces captifs comme des êtres humains. C'était en quelque sorte une simple marchandise. Nous avons aussi cette cellule, toujours est-il en dessous des escaliers.
c'était une cellule de récalcitrants. Mais la seule différence, nous avons deux fenêtres qui sont situées de part et d'autre. Ces deux fenêtres datent de 1848. Et 1848, c'était l'année de référence de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. La date exacte avait été le 27 avril 1848. Et c'est à cette date qu'avait été signé le décret d'application par Victor Schœlcher. Mais la deuxième abolition n'avait pas intervenu en même temps. Il n'y a que pour la France, 1848, l'Angleterre, 1807, la Tunisie, 1846, etc., etc. Nous avons aussi cette cellule. Donc, cette cellule était réservée à la femme. C'est là où on mettait les femmes. Elles étaient dans les mêmes conditions que les hommes, presque torse nu. Mais pourquoi les marchands d'esclaves choisissaient ces femmes? C'est pour, en quelque sorte, une fois arrivées en Amérique, elles vont continuer à avoir des enfants. Et à l'intérieur de cette cellule, nous avons un bassin rempli d'eau. Donc, ce bassin a été financé par la Fondation Ford. C'est pour des libations, pour rendre hommage à tous les esclaves qui ont transité sur l'île de Gorée, pour le repos de leur âme. Et juste pour vous rappeler que les zones de transit comme l'île de Gorée, il y en avait partout en Afrique. Et non loin de là, en Gambie, nous avons le James Island ou le Kunta Kinte Island. Au Bénin, nous avons le Ouida. Au Cap-Vert, le Sidani de Vela, etc., etc. Mais pourquoi Gorée plus particulièrement? C'est vu sa situation géographique et stratégique. Gorée est beaucoup plus proche des États-Unis. C'est pour cette raison que les Européens y passaient, non seulement pour embarquer des esclaves, mais pour faire les derniers réglages. C'est-à-dire s'approvisionner en eau ou en vivres indispensables à la traversée. Pour terminer, voilà. C'est bon. Où sont les autres? Voilà donc, pour terminer encore une fois, mesdames et messieurs, je pense que tout le monde a vu cette porte qui donne sur la mer. C'est la porte du voyage dite aller sans retour. Lorsque les esclaves partaient, c'est bien par ce couloir qu'ils avaient été acheminés vers les bateaux. Mais en allant vers la sortie, les négriers avaient donc construit un pont à l'aide du bois de palmier, le bois que vous voyez supporter le plafond. Le pont avait donc pour fonction à l'époque de permettre à l'esclave de traverser cette porte à l'aide du feedback qui lui ferait rocher. Les négriers étaient obligés de venir récupérer les esclaves pour les amener vers le bateau amarré beaucoup plus loin. Mais vous avez vu ces deux couloirs qui sont situés de part et d'autre. Ces deux couloirs avaient servi de salle d'attente. C'est là où on mettait les esclaves bien avant le départ. Tandis que dans le tout dernier couloir avaient été les gardiens. Mais les gardiens choisis parmi les esclaves et dont leur présence finit par être inutile. Les esclaves partaient enchaînés deux à deux à partir des chevilles. Et même qu'au milieu de la chaîne avait été accroché un boulet en fer de 10,3 kg.
Chaque fois qu'un homme avait tenté de s'évader en se jetant à la mer, du fait de la boule, il était mort noyé. Même qu'il n'avait pas le droit de tomber malade à l'époque. En effet, à l'absence de tout médecin, parce qu'aussi il craignait les épidémies, les malades étaient jetés à la mer. La conséquence, toute cette zone avait donc été envahie par les requins. La vérité est que dans cette petite île de Gorée, du fait de ses dimensions, 900 mètres de long sur 300 mètres de large, au plus fort de la traite négrière, des maisons comme celle-ci, il y en avait plus d'une vingtaine. Certaines maisons sont devenues des maisons privées et d'autres ont forcément disparu. Mais celle-ci, pour avoir été rachetée par ses derniers propriétaires, par l'État du Sénégal, est devenue par la force des choses le symbole de la déportation des Noirs. La traite des Noirs a duré 3 siècles, voire même 4 siècles. C'est-à-dire de 1536 à 1848, année de l'abolition de l'esclavage. Mais avec au bout 15 à 20 millions d'esclaves qui provenaient de toute la côte ouest atlantique, qui avaient donc été amenés en Amérique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Amérique centrale, États-Unis, Cuba et toute la Caraïbe. 6 millions mourir de privation ou de mauvais traitement. C'était les meilleurs qui partaient à l'époque. La sélection avait donc exclu malades et vieillards. Mais bien avant cette traite organisée par les Européens à destination des Amériques, une autre l'avait précédée, beaucoup plus ancienne. Mais c'était du côté de l'Afrique de l'Est, entre les 11 et 15e siècles. Il s'y était alors choisi comme grand port d'esclaves l'île de Zanzibar. Les esclaves avaient donc été amenés à l'île Maurice, l'île de la Réunion, Madagascar, Égypte, Asie, Arabie et même jusqu'en Inde. Nous avons aussi la transsaharienne qui est beaucoup plus ancienne, qui a duré du 7e siècle au 19e siècle. Mais 7e siècle, pourquoi? Parce que le 7e siècle avait très bien pu correspondre au Moyen-Âge en Europe. Or, le Moyen-Âge en Afrique avait correspondu au 16e siècle. Et le 16e siècle, c'était le début de la traite négrière. Les moyens de défense à l'époque en Afrique, c'était l'arc, la machette et la flèche. Mais les négriers ont profité de cette faiblesse pour armer les tribus de la côte contre les tribus de l'arrière-pays. Et c'était la guerre tribale, justement dans le but de se procurer des esclaves. Mais des esclaves à échanger toujours et toujours contre les armes. Et même les tribus de l'arrière-pays, ne serait-ce que pour se défendre, avaient fini par y procéder. La maison des esclaves où nous sommes aujourd'hui cristallise toutes les mémoires de traite négrière. Pour terminer encore une fois, mesdames et messieurs, il n'y a qu'aujourd'hui la maison des esclaves est assurément un nouvel espace d'expression de la démocratie et des droits humains. Pour garder cette vision, elle se doit donc d'être pour toujours la maison des esclaves, un lieu de la réconciliation et du pardon. Merci d'être venu. Bonne visite à vous, chers visiteurs. Voilà, maintenant, vous avez les guides là, ils vont vous faire voilà, visiter l'étage.
Et là, on fait pour le marchandage d'esclaves. Parce que si vous vous retournez derrière vous, les colons ou bien les marchands, ils habitaient en haut. Donc, dès qu'ils prenaient ces esclaves pour cette salle, c'était pour venir marchander son esclave. Mais après le marchandage, la présentation va se faire entre les deux escaliers. On les étale là-bas et le colon toujours en haut, en train de choisir son produit qu'il veut réellement. Donc là, nous avons les vraies chaînes à l'époque de l'esclavage. C'est avec ceux qu'on les attachait à la cheville ou bien au cou. Mais là, nous avons les copies. Ça, c'est pas des vraies chaînes, elles sont des copies. Et pourquoi des copies? Parce que quand le conservateur Boubacar Joseph Ndiaye était toujours en vie et il faisait ça, il y avait toujours des confrontements entre les Blancs et les Américains. Donc, de fur et à mesure, le gouvernement a vu qu'il y avait toujours des affrontements violents. Donc, ils ont enlevé ces vraies chaînes et ils l'ont amené au musée des civilisations à Dakar. C'est récemment après que cette construction qu'ils l'ont transmis là-bas, mais c'était au musée de l'UFAN. C'est là-bas où se trouvaient les vraies chaînes. Avec cette vraie chaîne, après l'attachement, c'est cette boule qu'ils rajoutaient de 10 kg 300. Comme l'a dit le conservateur, c'était pour éviter des évasions. Voilà. Et là, vous avez des photos qui vont parler d'elles-mêmes. Donc, tout un chacun peut regarder ces photos. Donc là, c'est des photos après l'abolition de l'esclavage, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de fenêtres. Et là, on a vu des fenêtres. C'était juste des portes en fer avec les gardiens toujours devant. Et là, vous avez le premier conservateur, Boubacar Joseph Ndiaye, qui fut un natif de Gorée. Et auparavant, il était aussi un parachutiste militaire de l'armée française. Il a commencé en 1962 jusqu'en 2009. Et là, c'est des photos aussi avec des autres qui sont passés sur l'île de Gorée. Là, vous avez le président du Ghana avec l'actuel maire et l'actuel conservateur. Mais l'actuel conservateur, il est presque à sa retraite, c'est pour cela qu'il est moins présent dans cette maison. Et sachez que aussi le Ghana, il fut le pays africain plus d'importateurs d'esclaves. Le Ghana. S'il vous plaît, derrière. Le Ghana, je disais le Ghana, il fut le pays plus d'importateurs d'esclaves en Afrique. Et là, vous avez le Premier ministre avec Christine Lagarde, la directrice du Fonds monétaire. Et en haut, vous avez Barack Obama. En haut, Nelson Mandela aussi, il est passé ici à Gorée. D'ailleurs, même dans les cellules de récalcitrants, c'est ce qui était réservé aux hommes. Mandela, malgré son protocole bien organisé et bien sécurisé, ils ne l'ont pas empêché à rentrer dans cette cellule. Parce que Mandela, dès qu'il a affranchi l'île de Gorée, il s'est souvenu de chez lui. Et quand il est rentré dans cette maison aussi, ça allait rappeler les 26 ans d'apartheid. Donc lui seul, il est resté dans cette cellule des récalcitrants pendant 1h30. Et donc, dès qu'il est sorti, ils avaient le visage bafoué carrément. Voilà. Et là, vous avez Michael Jackson et sa famille en 1974, les Jackson 5. Là, c'est des visites pédagogues, les élèves qui venaient tous les mercredis. Mais maintenant, il n'y a plus de visites pédagogues par les mercredis. Dès que l'école est ouverte, on peut dire que c'est tous les jours, sauf les lundis, parce que les lundis, la maison, elle est fermée. Voilà. Et au fond, vous avez le pape Jean-Paul II. Lui aussi, il était là le 22 février 1992. D'ailleurs, c'est sur cette porte même qu'il a demandé pardon à l'Afrique. Mais en demandant pardon, ce vieux homme l'a répondu haut et fort. On peut pardonner, mais on ne peut jamais oublier.
Parce que 4 siècles d'esclavage, c'est pas 2 jours, c'est pas une année. Voilà. Et en haut, c'est nos présidents qui ont dirigé le Sénégal. En premier, nous avons Léopold Sédar Senghor, le poète. Et en deuxième, Abdou Diouf, troisième, Abdoulaye Wade, qui fut un maître à la cour, et Macky Sall. Et là-bas, le dernier, le jeune président, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ouais. Et là, c'est un guide religieux qui a été aussi capturé par les colons. Et il a séjourné à l'île de Gorée. On l'avait emprisonné ici. Ouais. Parce que comme il ne voulait pas obéir aux colons, donc on savait que toute personne qui ne voulait pas obéir le colon, il faisait tout pour te faire nuire. Donc lui, il faisait partie. Et derrière nous, nous avons aussi Cheikh Ahmadou Bamba, qui a été exilé aussi de son pays 7 ans, 7 mois, 7 semaines. Lui aussi, il a été exilé par le colon parce que le colon ne voulait pas que l'islam s'installe. Mais Cheikh Ahmadou Bamba, quand il est parti, il est revenu avec la victoire. Mais on dit que c'est pour le peuple sénégalais, mais moi je dis que cette victoire, c'est pour la planète entière. C'est pas seulement pour le Sénégal. Voilà. Et là, venez voir la Gambie aussi, et une partie. Là aussi, c'est toujours au Ghana. Si vous regardez les constructions, c'est comme les constructions de l'île de Gorée. Parce que le colon, partout où il passait, les constructions, l'architecture était la même. Même si vous allez à Saint-Louis du Sénégal, à Rufisque jusqu'en Joal. Parce que de Dakar jusqu'en Joal, c'était des comptoirs commerciaux aussi. Voilà. Et là, vous avez la Gambie, le village natal du fameux Kunta Kinte, James Island. C'est là son village natal. Et là, c'est les plantations aux États-Unis. Ouais. Et là, c'est un livre d'hôtes pour toute personnalité qui est passée sur l'île de Gorée. Ils ont tous laissé des messages. Mais il n'y a pas que ça comme message. Les plus importants, ça se trouve dans le bureau du conservateur. Ça, c'est juste pour montrer aux autres qui sont là. Voilà. Et s'il y a quelques-uns parmi vous qui vont voir l'habitation des Blancs, ils peuvent monter rapidement, 2 à 5 minutes, et on continue là. L'histoire, c'est vrai que c'est la même histoire, mais pour raconter l'histoire, il faut faire en sorte que le groupe se sente concerné. Le discours que tu dois y avoir pour des Européens, il doit être différent d'un discours pour les Américains. Le discours que tu dois avoir quand il y a des clients africains doit être différent que dans un discours avec des Sénégalais. Mais j'ai comme l'impression que le discours qu'il a tenu, c'est à la limite un discours pour des Noirs américains dans son discours. Donc nous, on peut parfois ne pas se sentir concernés. Pourquoi je vous invite, tous les guides, de ne pas tomber dans ça. Donc l'histoire, là, vous la connaissez déjà, mais ne vous focalisez pas trop sur les dates, parce que les gens ne retiennent même pas les dates. Les dates, c'est pour montrer que c'est une chose qui a duré, c'est 3 siècles d'esclavage, ça c'est très important. Quand est-ce que ça a été ouvert, quand est-ce que l'esclavage a été aboli. Maintenant, c'était peut-être certains pays, il y avait des esclavages, ça a été aboli aussi, mais l'objectif, c'est de montrer que l'humain a été barbare. Et cette barbarie, c'est la maison là qui la symbolise. C'est des humains comme nous, qui ne nous considéraient pas comme des humains, qui sont venus, qui ont maltraité les gens pendant des années. Et comment ça s'est fait? Vous expliquez. Hein? Et j'ai vu aussi qu'il a fait un peu l'historique de comment ça s'appelle, de la naissance des mulâtres et des signales, etc. Il dit que les Européens ne venaient pas avec leurs femmes et étaient obligés. Hein? Ils n'étaient pas obligés. Ils choisissaient. Ils n'étaient pas obligés. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes. Peut-être nous, au niveau du ministère, si le ministère avait peut-être des sessions de recyclage, parce que il faut que nous aussi, on amène des professeurs d'université, des spécialistes, et on rectifie. Parce que le message, il faut le rectifier. Parce que si on est obligé, c'est comme si c'était leur droit. Voilà, c'était pas forcé. Donc si nous sommes filles, ils doivent continuer à être chassés, parce qu'un homme peut vivre 1 an sans une femme. Surtout, donc, eux, ils choisissaient délibérément d'avoir des relations sexuelles avec les femmes. Donc, li naa bëggoon vraiment ngeen gën a humaniser discours bi booy wax na ngeen a sentir ci discours bi booy wax aussi xoolal kan ngay waxal bu fekk c'est des Sénégalais il y a un type de discours bu fekk c'est des Français il y a un type de discours mais que ce soit un discours comme ça linéaire pour tout le monde à ce moment après ku fi ñëw benn yoon
après bu ñëwaatee deuxième fois dafa gisaat lu bees et c'était ça le fort de Joseph doyen Joseph c'était ça son fort Joseph quand c'était des Américains il les toisait il essayait de montrer à ces Américains que soyez fiers vos parents ont quitté ici ils sont venus on les a maltraités malgré que vous êtes venus si c'était des Européens il est parfois violent il dit ces salauds ils nous ont massacrés ces salauds ils ont violenté nos femmes etc. Il y a des Européens qui pleuraient ici quand c'est des Sénégalais ils leur montrent qu'aujourd'hui vous n'avez pas le droit vous n'avez pas le droit de vous sentir faible parce qu'il y a eu des esclavages. Ces gens-là, c'est des barbares. Mais malgré cela, nous devons nous relever pour faire face au monde. Donc, vraiment, je ne sais pas si je vais avoir on est en train de travailler avec les maîtres, si je vais avoir l'occasion de faire un recyclage général des guides de Corée. Mais parce que comme nous, on est parfois en retrait, on voit certaines choses que vous ne pouvez pas voir. Les dates, c'est très bon. Les guides de Corée sont très forts en date, 1800, 1400, etc. Mais faites en sorte que nous, nous sentir qu'il y a quelque chose qui a été vraiment blessé en lui. S'il est venu pour la repentance, qu'il vienne, qu'il reconnaisse que ses parents, ses anciens parents ont commis une erreur, ce n'est plus une maison seulement de l'esclavage, mais une maison qui symbolise la réconciliation. Ça a été dur, mais à partir d'ici, qu'est-ce qu'on doit faire pour que cela se ne reproduise plus? L'esclavage amateur, physiquement, mais l'esclavage, un peu légué. Parce que tu braves la mer, tu vas là-bas, et puis les gens te retournent ici, alors que ce sont eux qui venaient chercher nos parents pour aller là-bas. Donc, c'est des choses comme ça que vous devez faire. Vous devenez des pédagogues, des éducateurs. Voilà. Il faut être aussi empathique. Voilà. L'empathie, essayer de se mettre à la place de l'autre. Pour voir qu'est-ce que l'autre veut ressentir. En tout cas, félicitations, on est fiers. Merci. C'est presque comme nous, chaque fois mes clients, c'est comme ça que je fais parce que je ne leur raconte pas ce que les autres racontent, quoi. Moi, voilà, faire une petite différence par rapport aux autres. Voilà. Une famille descendant d'esclaves, les Crespins. Donc, cette famille, c'est une famille qu'on peut retrouver à Gorée ou bien à Saint-Louis du Sénégal. Donc, Blaise, c'est ici qu'il a grandi, mais il est né de l'autre côté. Voilà. Pierre, ça va, Nakamu? Bon. Il y a la discussion du poste de santé pour les accouchements prénatals ou bien si on a des urgences pour les événements prénatales. Vite fait pour le baobab. Un instant pour le baobab, vite fait. Un instant pour le baobab. Un arbre que beaucoup d'Africains connaissent, je ne dirais pas beaucoup de Sénégalais, mais beaucoup d'Africains. Parce que partout où nous partons dans les pays africains, on retrouve le baobab. Donc, le baobab, un arbre longévité qui peut vivre beaucoup d'années. Et aussi un arbre sacré avec beaucoup de vertus. Parce que le baobab, avec ses fruits, on fait du jus locaux, le bouille. En même temps, c'est un antibiotique en vitamine C. Il soigne la diarrhée aussi. Avec ses feuilles au Sénégal, nos mamans, elles les sèchent et elles les pilent. Elle les malasse avec du couscous, elle donne une très bonne digestion qu'on appelle le lalo. Et si vous allez dans les autres pays africains, eux, ils utilisent ça pour faire la sauce avec la pâte d'arachide ou bien avec l'huile de palme. Mais le baobab, à l'époque, il y avait une ethnie, c'est l'ethnie du premier président Léopold Sédar Senghor, les griots sérères. Quand ils meuraient, on les enterrait dans le baobab. Il y a déjà des baobabs qui sont déjà ouverts, qui ont déjà formé le creux. C'est là-bas qu'on les enterrait. Et pourquoi cet enterrement dans le baobab? Parce qu'on disait que ces griots sérères, ils étaient mystiques. Et comme le baobab était mystique aussi, on leur mettait dans le baobab, c'était pour garder leurs esprits. En même temps,
en Afrique ou bien au Sénégal particulièrement, s'il y avait des retardements de pluie, ou bien des hommes ou femmes qui se tardaient à marier, ou bien à avoir des enfants, les ancêtres, ils venaient autour du baobab, ils chantaient le louange des baobabs avec des tambours. Après cette chanson des louanges des baobabs, le baobab leur donnait une réponse en leur disant allez faire tel sacrifice et tel sacrifice. D'ailleurs, une partie du Sénégal jusqu'à présent, il y en a des ethnies qui continuent à faire ça. Et les Lébous aussi, les premiers habitants de cette île, parce que les Lébous, à l'époque, ils étaient les premiers habitants. Dans partout, il y avait les côtes rocheuses, parce que les Lébous, ils étaient les nomades, mais les nomades à la mer. Ils partaient chercher du poisson. Eux aussi, s'ils avaient des malades attaqués mystiquement, ils le soignaient sous le baobab, avec l'écorce aussi du baobab. Ouais. Bon, il y a un cadeau qui est arrivé tout de suite. Ouais. Ah, ça fait partie de la vie. Mhm. kon ki dàq retaan ci groupe bi la ki gën a kontaan ci groupe bi ki nga xam ne moom noo def mu retaan boo nee fii sax mu retaan borom xol bu rafet kala bëri na fi de mais am na koo xam ne moom day retaan ba jooy jógo leen kala day retaan ba jooy waaw Ça a bien invisible. ki la ko jox nee da ngay retaan ba jooy moo la jox boobu lu dugg ba jërëjëf. J'ai pas les mots. dëgg yàlla déjà rek cadeau la. te teg nañu ko waaw bu doon wala su nekkoon sëriñ bi rek dem dem ko mu bëri te mu woon a beaucoup échangé gën nañ xam lu gën a xam Gorée donc waaw ki ma jox lii nag bon merci xëy na xamante bi tey la mais du jeex tey voilà merci beaucoup. dina ko xaw à la fin. Pour le baobab, peut-être qu'on n'aura pas l'occasion, mais je vous compléter. Pour le baobab, puisque vous avez dit qu'on le trouve dans beaucoup de pays africains, au Sénégal aussi on le trouve dans beaucoup d'endroits. Par rapport à l'utilisation, en Casamance par exemple, lors des cérémonies de lutte, ils utilisent les feuilles de baobab qu'ils font sous forme Les bains mystiques. sous forme de bain mystique, ils utilisent les feuilles de baobab. Quand le lutteur se lave avec, son corps devient lisse. Donc, c'est glissant. Ça devient difficile pour son adversaire de pouvoir le saisir. De pouvoir le saisir. Glissant dans la lutte en Casamance. Voilà. Et ça vous permettra à partir de Gorée de parler des autres localités. Les clients peuvent dire la Casamance, c'est au sud du Sénégal. Au sud du Sénégal. Et c'est pas un arbre. Le baobab, c'est pas un arbre. C'est un fibrier, un herbe. C'est une herbe. Il ne donne pas de bois. Parce qu'à l'intérieur du baobab, le tronc est creux. Ouais. C'est ça la C'est différence creux. entre l'arbre et Ah ouais. le creux. Voilà, c'est une Ouais. herbe. Le baobab, c'est une herbe qui peut vivre 1000 ans. 1000 ans. Voilà. Et d'ailleurs, le plus grand baobab aussi, il se trouve à Kédougou. Il y en a qui nous disent que c'est à Fadjal, mais c'est à Kédougou. Précisément à Dindi Faso. Ibel. C'est là-bas qu'il se trouve le plus grand baobab. Voilà. Adan Sonia Digitata, ouais, qui nous proviennent de... Bon, le baobab de Fadjal est celui de Dindofelo. C'est grand. Celui de Dindofelo, c'est grand par sa taille ou bien ou l'ancienneté? Oui, c'est grand par sa taille Par sa taille. et aussi il est le plus vieux aussi. Ok. Ouais. Merci. Et là, pour ceux qui n'étaient pas hier ici, nous sommes dans une ruelle où on aperçoit la mer de gauche à droite. Et d'ailleurs, sur cette même ruelle, ça nous a permis de savoir la superficie de l'île. L'île, elle nous fait 27 hectares, 900 mètres de longueur, 300 mètres de largeur. L'eau, l'électricité nous provient de Dakar sous canalisation maritime. Et l'île aussi est classée patrimoine mondial depuis 1978. Donc, ce qui fait que sur l'île, on n'a pas le droit de changer l'architecture, même ni les couleurs.
parce qu'à la fin, nous aurons les couleurs, parce que chaque couleur nous parle d'une nation européenne. Donc ça, c'est à la fin. Et Tafa Badji, il est là? Et là, nous nous dirigeons là où est né Blaise Diagne. Mais là-bas, on ne sera pas long parce que l'essentiel a été fait hier. Donc, c'est juste une petite briefing. Voilà. Ouais, mais pour nous finir voilà, c'est voilà, ça va être juste pour ceux qui étaient absents hier. Devant ce bâtiment, vous avez vu le plaque 13 octobre 1872. C'est ici qu'il est né Blaise Diagne. Blaise, il est né musulman, mais il s'est retrouvé dans le christianisme à l'âge de 12 ans. Parce que vous savez, à l'époque, avant l'indépendance officielle, il y avait 4 communes où, quand tu naissais, tu avais la nationalité française. Blaise naît à Gorée, donc il avait déjà la nationalité française. Mais ses parents travaillaient pour une famille descendante d'esclaves. Et c'est cette famille même qui l'ont baptisé pour lui donner le nom de Blaise. Mais son vrai nom, c'est Galaye Mbaye Diagne. Il a été aussi le premier Africain noir à siéger au Parlement français. Pourquoi moi je précise en disant Africain noir? Parce que parmi les Africains, nous avons les Maghrébiens. Donc moi, chaque fois, je précise un Africain noir. Il a été maire de Dakar, secrétaire d'État des sous-colonies. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale aussi, c'est lui qui faisait le recrutement des tirailleurs africains pour l'Europe. Et pendant sa mort en France, il est mort en France à Combalobin. On l'a enterré au Sénégal. Si vous allez dans les cimetières, il est le seul défunt qu'on a mis à l'extérieur. Et pourquoi on l'a exclu à l'extérieur? Parce que durant sa présence physique, on ne savait pas quelle religion il prêchait. Tantôt il est dans l'islam, tantôt il est dans le christianisme. Et nous savons, nous tous, ces deux religions que nous prêchons dans le Sénégal, l'une des deux, aucune ne veut de la maçonnerie. Et il y en a qui nous disent que si la maçonnerie est instaurée en Afrique, Blaise, il a mis sa main dans la pâte. Donc c'est ce qui faisait plus l'exclu des cimetières chrétiens. Mais comme au départ, il est né musulman, nous, on l'a accepté dans nos cimetières, mais on l'a mis à l'extérieur. Et les cimetières, ça se trouve à Dakar, dans les corniches, à la corniche. Là, Bel Air. Non, Soumbédioune. Bétoir, voilà, Bétoir. Le nom, voilà, sur la corniche. Le nom de la cimetière, c'est Bétoir. Et là, nous allons faire une découverte avec des artistes qui travaillent avec le sable. Et ces artistes, ils sont tous sortis à l'école des Beaux-Arts de Dakar, qui a été créée en 1966 lors du Festival des Arts Nègres par le premier président Senghor. Nous tous, nous savons que Senghor, c'était un poète. Donc, tout ce qui liait à l'art, ça lui intéressait. Donc, allons faire cette découverte avec ces artistes. Ils vous diront d'où proviennent tous ces types de sable qui sont avec eux. Donc, ils sont là en séminaire depuis vendredi à Gorée. Ils sont venus faire la découverte des tableaux sablés. Comment vous faites ça? Voilà, donc vous leur présentez une prestation. Voilà. Allez, pour ceux qui ne connaissent pas la technique des sables, approchez. Il va vous montrer la technique, comment ils font tous ces tableaux.
Oui. Ok. Mhm. Voilà, donc du Sénégal et des pays limitrophes, c'est des sables de plage et des déserts. Ils sont tout simplement tamisés. Celui-là vient de Salimbourg, la petite côte du Sénégal. Celui-là de Gorée, au niveau de la plage. Au nord du Sénégal, c'est Lompoul, vers Saint-Louis. Au sud du Sénégal, c'est Casamance, Cap Skirring, Casamance. Celui-là de Lac Rose aussi, les sables des dunes du Lac Rose. Donc Mauritanie, les mines de fer, les îles de Saloum, donc au centre du Sénégal. Il y a aussi celui du Sahel, le désert du Ténéré, le désert du Mali, de la Mauritanie, le Sahara, le sable noir, on trouve à Dakar, près du monument de la Renaissance africaine. Donc aussi, nous utilisons une colle naturelle, la colle qui vient de la sève de baobab, mélangée avec la gomme arabique de l'acacia. Donc aussi, on va faire une démonstration, vous allez voir la technique. On fait sortir la forme et après on va mettre les couleurs du plus foncé au plus clair. La technique de l'école des beaux-arts de Dakar, qui a été créée par Léopold Sédar Senghor pour la promotion de l'art africain. Donc là, on fait sortir la forme, après on met les couleurs du plus foncé au plus clair, contrairement à la peinture. En même temps, je vous laisse deviner pour voir aussi si vous avez l'œil d'un artiste. Parce que moi aussi, j'en ai qu'une idée pour le moment. Cependant, je peux dire que c'est peut-être une girafe ou bien un éléphant. Vous avez aussi jusqu'à la fin pour dire votre avis. Voilà. La dégradation, les ombrages, toujours avec le sable noir d'abord. À la fin, si c'est joli, on applaudit, n'est-ce pas? Même si c'est pas joli, on applaudit aussi. N'est-ce pas? Voilà, du plus foncé au plus clair, le résultat final. Voilà. Merci. Vous voyez? Voilà. Donc, la technique des tableaux sablés. Tous les tableaux que vous voyez ici sont réalisés de la même façon. Et après, ça va sécher au soleil pour 10-15 minutes. Là, vous pouvez même toucher pour voir, c'est pas salissant du tout. Allez-y. On peut limer les ongles pour les femmes à la maison. Voilà, ça fait papier vert, lime à ongles, ou quelque chose comme ça. Voilà, donc c'était pour vous montrer ici. Mais là, après séchage, c'est directement exposé ici. Donc 5 000 les petits tableaux, les prix, 10 000 les moyens et 20 000 pour les grands. Voilà, aussi si vous achetez un tableau, c'est possible d'ajouter des écritures personnalisées. Monsieur tel, madame tel, nangam nangam, comme vous voulez. Voilà. Oui. Voilà. Oui. Vous en voulez combien? 10 tableaux, 20? Jarama. Ah, man sax maa ngi koy fàtte. Là, nous sommes devant l'une. Nous sommes devant l'une des meilleures écoles du Sénégal. Mais avant qu'elle devienne une lycée d'excellence, c'était une captive pour les femmes à l'époque de l'esclavage. Après ça, c'est devenu une caserne de l'armée française à l'époque. Et après, une lycée d'excellence, Mariama Ba. Mariama Ba, elle est plus connue à travers son bouquin Une si longue lettre, mais elle n'a pas rédigé qu'une si longue lettre. Elle a rédigé Chant écarlate et Ken Bougoul.
Mais si nous voyons qu'une si longue lettre est plus célèbre parmi ces deux autres bouquins, parce que dans une si longue lettre, Mariama, elle nous parle de sa vie conjugale. Au départ, elle était mariée forcée. Après, son mari a pris une deuxième femme qui devient sa co-épouse. Et la façon dont son mari lui traitait par rapport à sa co-épouse, elle nous parle ça dans ce bouquin. Et maintenant, le colon, quand il a su que ce qui retient l'Afrique, c'est la reproduction, il nous installe ce bouquin dans nos établissements. Donc, toute jeune fille ou bien jeune homme ayant lire une si longue lettre ne voudra pas de la polygamie. Parce que surtout les jeunes filles, elles se diront que si je serais polygame, je serais traitée de la même façon que Mariama. Donc, vous voyez que le colon est en train de réduire l'Afrique à travers nos établissements scolaires. Et pour accéder dans cet établissement, il te faut en premier 2 concours. Le premier, c'est le CFE. Et à partir du deuxième concours, avec une moyenne maximum de 18-19, qu'on peut accéder dans cet établissement. Elles sont là toute l'année scolaire et toute la semaine. Elles sortent que les vendredis pour aller rejoindre leur famille et revenir le dimanche soir. Et dans cette école aussi, elle n'est pas permis de redoubler. On ne redouble pas dans cette école. Même le portable n'est pas permis dans cette école. Ouais. 14h30.